Astrid est journaliste, écrivain, amoureuse de la Russie, voyageuse. Elle est l'auteure de 2 ouvrages, l'un paru en 2010, Au bord du monde, consacré aux nénètes de Sibérie, et le dernier, paru en 2014, L'Oural en plein cœur, dont il va être beaucoup question aujourd'hui, et qui était un gros coup de cœur de l'équipe adulte de la bibliothèque cette année. Donc je vous passe la parole. Merci, je suis heureuse d'être là et de sentir le soleil, parce que là je vous amène un peu au frais, on va prendre l'air, on va aller dans la toundra, on va aller dans l'Oural polaire. Alors est-ce que vous savez où est l'Oural? Alors, qu'est-ce que l'Oural? L'Oural, eh bien, vous voyez, c'est une des plus vieilles chaînes de montagnes de tout le continent eurasiatique qui marque en fait la frontière entre l'Asie et l'Europe. De Gaulle disait, qu'est-ce que l'Europe? De l'Atlantique à l'Oural. Et l'Oural polaire, que nous voyons ici, c'est un endroit, en fait, pour moi, c'est un croisement des chemins, parce que, vous savez, il y a des voyages qui en entraînent d'autres. Vous prenez comme ça un petit sentier, et puis tout d'un coup, vous partez à droite, et puis c'est un grand virage. C'est un grand virage que j'ai fait en Oural, parce que j'étais d'abord chez les éleveurs de rennes, dans l'Oural polaire, dans le Yamal, la péninsule au bord, dans le Grand Nord arctique russe. Et c'est là-bas où je me suis dit, mais cette chaîne de montagnes mythique, elle est extraordinaire. Vous savez, on a des cartes mentales, on a des noms qui nous font fantasmer, qui nous font rêver. Et moi, l'Oural, c'était un endroit qui était sans doute l'un des lieux les plus sauvages de Russie. Et d'ailleurs, quand je regardais une carte, il n'y avait personne, il n'y avait presque pas de village. Il y en avait au nord, un petit peu. Et là, on est vraiment au nord des villes, et un petit peu au sud, et rien entre les deux. Et donc, j'ai eu très envie de parcourir comme ça cette dorsale. D'ailleurs, vous savez, l'aigle impérial à 2 têtes de Russie. Et bien pour moi, l'Oural, c'est la colonne vertébrale, c'est ce qui tient la Russie ensemble, de cet aigle impérial qui regarde à l'est et qui regarde à l'ouest. Et donc moi, mon amour pour l'Oural a commencé dans la toundra. Et avant que je vous emmène plus au sud, je voudrais vous lire un tout petit, on va dire un poème, qui s'appelle La complainte de la toundra, que j'avais gribouillé comme ça, en regardant ces paysages, pour vous faire comprendre un petit peu de quoi il parle. Marcher dans la toundra, c'est rebondir à chaque pas. Une danse, une folle course, pas de chat, pas de loup, patte d'ours. Dormir dans la toundra, c'est tenter l'esprit bas. De ton âme, il se nourrira si tu ne lui donnes pas de vodka. Travailler dans la toundra, c'est vivre à l'heure des bêtes et du vent. Craindre le dégel autant que la tempête. Agir vite en prenant son temps. Voler au-dessus de la toundra, c'est entrer dans un long songe. Lac noir, veine bleue, bois mort, tout rempli sans mensonge. Naviguer dans la toundra, c'est prendre la haute mer, perdre son cap et ses repères, se faire chavirer par des vagues de terre. Croiser un étranger dans la toundra, c'est l'inviter à boire le thé, passer, oublier ses étrangetés, lui tendre une main sûre sans chercher l'amitié. Aimer dans la toundra, cela ne se dit pas, car le silence assez doux que la raison ne connaît pas. Donc c'est toute petite complainte qui pour moi résume tout ce monde qui m'avait encouragé à voir un petit peu au sud ce qui se passe. Et là pour moi j'ai l'impression que ce sont des mammouths endormis recouverts de neige. Ce qui est merveilleux, c'est que c'est un paysage, si on a une imagination un peu développée, on peut y voir tellement plus de choses qui apparaissent sous vos yeux. Et donc là, nous sommes un petit peu plus au sud, et vous allez voir ici, c'est la petite dorsale, il y a marqué Europa Asia. Et l'Oural, là c'était en fait avec Dimitri, qui est un compagnon de voyage, dont je vais vous parler tout à l'heure, et c'est drôle parce que lui regarde vers l'Asie et moi vers l'Europe. Alors,
comment je me suis retrouvée en Russie? Parce que je ne me suis pas présentée, mais j'avais d'abord envie de vous emmener là-bas avant de vous dire qui vous y emmène. Je m'appelle Astrid Vincent, je suis franco-canadienne, c'est peut-être pour ça que vous décelez un petit accent. J'ai grandi à Montréal et à Paris, et j'ai un nom de famille allemand. Mon père a émigré à Montréal il y a longtemps, et donc j'ai grandi là-bas. Et je parle très mal allemand, mais je parle très bien russe. Alors on me dit, mais vous êtes qui? Je dis, je ne sais pas, je crois que je suis une Parisienne avec une âme russe, pour faire parce que j'habite Paris aujourd'hui. Et donc je suis journaliste à l'agence Reuters. Voilà, je suis un petit soldat de l'information et parfois je m'échappe, je prends des congés sans solde. Je fais ces voyages et j'écris parfois des livres si on a des choses à dire. Pourquoi je me suis retrouvée en Russie devant une magnifique statue de Vladimir Ilyich Lénine? Eh bien, moi, je suis partie quand j'avais 21 ans. C'était il y a quelques années, c'était en 95. Et j'avais toujours envie de devenir journaliste. Et pour moi, la Russie, c'était là où il fallait être, parce que le mur de Berlin venait de s'écrouler. Une nouvelle Russie était en train de renaître de ses cendres. Un pays était en pleine construction. Et dans les années 90, vous ne pouvez pas vous imaginer l'argent qui venait de l'Ouest, du FMI, de la Banque mondiale. On pensait vraiment que la Russie allait devenir une démocratie. Et d'ailleurs, j'ai vécu sans doute les seules années où il y avait une liberté d'expression extraordinaire sous Yeltsin. Je peux vous dire, on pouvait écrire tout et n'importe quoi. C'était la petite parenthèse de liberté formidable. Et j'étais partie apprendre le russe au début parce que j'avais étudié un peu le russe à l'université, donc j'avais 21 ans à l'époque, nous sommes en 95. Et j'avais trouvé un programme qui me permettait d'être chez l'habitant. Et donc, je m'étais fait une image romantique oui, vous allez voir de Tcheliabinsk, cette ville moderne, plantée au milieu des taïgas, etc. Et en fait, voilà. C'était en fait un complexe militaro-industriel agonisant. Et vraiment, c'est ça. C'est que ça. Il y a vraiment, il y a peut-être 3 avenues, l'avenue Lénine, l'avenue des Komsomol, l'avenue des Pilotes Rouges, où il y a une architecture en béton qui ressemble à quelque chose avec des sculptures, mais sinon c'est ça. On se demande si ce n'est pas des grands géants qui ont déposé comme ça des blocs de préfabriqués, et la ville c'est entièrement ça. Et donc j'habitais chez des alcooliques, c'était merveilleux. C'était la maison du silence, et c'était l'endroit le plus pollué de la planète, Tcheliabinsk. C'était là où, vous voyez, mais bon, c'est aussi une forme d'art. Hein. Je suis sûre qu'il y a des artistes qui trouveraient ça une grande source d'inspiration, mais quand on voit ça, on se dit « Ah, c'est bien, j'ai vu les belles choses du monde », parce que quand on a 21 ans et qu'on arrive là-bas, je peux vous dire, ça me fait un sacré choc. Et donc, Tcheliabinsk, c'est là où on a conçu la première bombe soviétique atomique. Ici, c'est une photo de Igor Kurchatov, qui est le directeur, un physicien qui était le directeur du projet de la bombe atomique. Et Tcheliabinsk, c'est aussi là où on a construit tous les tanks, les fameux T-34, qui étaient partis programmés pour envahir l'Europe, qui faisaient la haine et l'envie de la Berlin. Et ce qui est fou, c'est que, je dis, mais qu'est-ce qu'elle est allée là-bas? Eh bien, j'étais juste allée apprendre le russe. Je ne voulais pas être à Moscou, Saint-Pétersbourg, je voulais un endroit un peu plus rustique. Eh bien, j'ai été servie. Et ce qui est fou, c'est que à Tcheliabinsk, j'ai aussi découvert, sur ce fond de déglingue industriel, une créativité artistique extraordinaire. Des peintres, des musiciens, comme si les gens là-bas avaient tellement envie de fuir cette pollution, cette noirceur, ces choses ces horreurs qui vous sautent aux yeux. Eh bien, il y avait un foisonnement culturel extraordinaire qui m'a totalement séduite. Et finalement, eh bien, je vais vous raconter que Tcheliabinsk est devenu pour moi l'un des endroits les plus romantiques de la planète. C'est ça qui est fou. Et d'ailleurs, en russe, on dit si tu veux faire rire Dieu, raconte-lui tes plans. Et c'est exactement ça. Et donc, un soir, j'étais donc étudiante à Tcheliabinsk. Certains appellent ça Tchikaginsk ou Tcheliabinsk. Et je vais à un concert et je vois un rocker sur scène. Bon, j'avais déjà un petit peu un faible pour les hommes avec une guitare, mais là c'était horrible. Et j'ai eu un énorme coup de foudre. Et après j'ai essayé de
félicité une fois qu'il avait quitté la scène, mais il a disparu. Et puis j'ai continué à vivre ma vie, à étudier, à prendre le russe, à vivre dans ma famille d'alcooliques, à me laver avec de l'eau sale, à manger des choses horribles. Et je pensais tous les soirs, tout le temps à ce garçon que j'avais vu sur scène. Vous savez, en fait, c'était comme un radeau, je me raccrochais à cette belle idée parce que tout autour de moi n'était que noirceur, n'était que difficulté, n'était que souffrance. D'ailleurs, tout était gris. Il faut imaginer que le ciel, les gens, vous avez vu les immeubles, il n'y avait pas de lumière. Et un jour, le premier jour du printemps, nous étions au mois de mars 95, donc ça faisait 2 mois que j'étais là-bas. J'étais assise dans le tramway. Et tout d'un coup, il faisait beau, il y avait du ciel bleu comme aujourd'hui. Là, c'est comme la sève qui remonte dans l'arbre. Et évidemment, pardonnez-moi, c'est un cliché, mais ça appelle l'amour, la chaleur, le beau temps, le soleil, les oiseaux qui chantent. Je dis, mais il est où mon rocker? Il est où? Je vais le trouver, je sais que je vais le trouver. Et parfois, vous savez, la pensée est beaucoup plus matérielle qu'on ne le pense. Et quand on veut vraiment quelque chose, eh bien, je ne vous mens pas. J'étais assise dans le tramway, et comme ça, je me frotte un petit coin, parce qu'évidemment, les vitres étaient sales, et donc je déshabille la ville, et je scrute, et je dis, ah, non, c'est pas lui, c'est lui. Et il était là, à 2 arrêts du mien. Et il montait dans le premier wagon, parce que les trams voyageaient par paire. Donc moi, évidemment, je bondis, sans réfléchir à ce que je vais lui dire. Et je me plante devant lui, et je lui dis bonjour, avec un horrible accent français. Здравствуйте. Je vous ai vu en concert l'autre soir, vous étiez magnifique. Et lui, il met du temps même à comprendre qu'il y a une jeune fille qui lui adresse la parole. En plus, avec un accent, mon Dieu, c'est très suspicieux. Et... très suspect, pardon, et c'est un anglicisme, et suspicious. Et puis quand il voit l'admiration dans mes yeux, il commence à se dandiner, à prendre des airs de star, et il me dit vous savez, je suis très occupée, en fait je devais répéter, mais maintenant je suis libre, si vous voulez. et donc il m'a emmené chez lui, comme ça, avant, enfin je vous la fais très très courte parce que je ne veux pas vous raconter lui, puis vous l'avez peut-être lu, mais c'était un moment incroyable, voilà. Et c'est pour ça que le livre commence, j'ai commencé à croire au miracle à Tcheliabinsk. Le lieu invite au suicide et il se confond pour moi avec ma plus belle histoire d'amour. Alors, ce Misha, donc ce rocker, eh bien, c'est un homme qui m'a beaucoup appris. Il y a des hommes qui vous apprennent plus que d'autres, et celui-là, il m'a appris à vivre sans argent, à me foutre du lendemain, bon, c'est vrai aussi à boire de la bière au petit déjeuner, à dormir sur des bancs publics, à vivre dans l'instant. Et donc, c'était une histoire merveilleuse. Et puis, comme toutes les histoires merveilleuses, elles ont une fin. Et moi, elle fut assez brutale parce que mon visa était périmé. Et puis, on s'est fait contrôler. J'ai fini à la milice et j'ai dû m'acheter un billet d'avion sur le champ. Et j'ai dû rentrer à Paris sur le champ. Et donc, séparation absolument brutale. Et on s'est écrit, et puis voilà, et puis un jour il n'y a plus de lettres, les cœurs passent à autre chose. C'était donc il y a 15 ans. Et donc 10 ans plus tard, j'avais envie de savoir ce qu'il était devenu quand même, ce rocker. Est-ce qu'il avait divorcé 5 fois? Est-ce qu'il était devenu alcoolique? Est-ce qu'il traînait son désespoir de russe, d'histoires d'amour impossibles, enviré de copains destructrices? Enfin voilà, j'avais envie de savoir ce qu'il était devenu. Et puis... Et en fait, je l'ai retrouvé, mais c'était pas du tout, c'est jamais d'ailleurs comme vous pensez que ça va être. Mais ça, je ne vous le dis pas parce que je ne peux pas du tout vous raconter. Mais je m'étais dit, si je le vois ou si je le vois pas, c'est pas grave, parce qu'en fait, mon projet, c'était de savoir est-ce qu'il existe une civilisation de l'Oural. Je vous ai parlé donc de cette chaîne mythique. Comme les Nénets, donc, chez qui j'étais allée vagabonder pendant 3 étés de suite, je me demandais est-ce qu'il existe comme ça des peuples, des civilisations oubliées dans l'Oural, comme les Nénets, dont j'avais entendu parler de certains peuples, et il restait encore des commis, etc. Mais je me disais peut-être qu'il reste encore des communautés, donc j'avais l'idée. Bon, je vais peut-être me prendre une énorme baffe, mais c'est pas grave, j'irai marcher dans les forêts pour oublier, et je vais essayer d'aller à la recherche de peuples oubliés. Et en fait, eh bien, pas du tout. J'ai trouvé une civilisation en devenir. Là, vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas trouvé donc des peuples oubliés, puisque beaucoup étaient assimilés, donc j'ai beaucoup marché dans les forêts, dans les montagnes.
j'ai vu qu'ils avaient des photos dans les musées, mais qu'il ne restait plus grand-chose. Et nous sommes tombés dans un endroit qui s'appelle Alexandrovka. Il faut vous imaginer une magnifique clairière qui fait 3 km de long, entourée de montagnes rocheuses, traversée par une magnifique rivière. L'endroit est absolument idyllique et c'est là où je suis arrivée. Et il se trouvait que c'était un ami d'un ami qui construisait une maison là-bas, mais j'avais aucune idée de qui étaient ces gens. Et donc j'arrive là-bas et cette jeune femme était l'une des premières jeunes femmes que je rencontre. Et elle me dit « Ah, mais vous n'avez pas lu Anastasie ?» Je dis « Non, Anastasie. » Et donc, c'est ces communautés de gens qui vivent selon les principes de Anastasia, la chamane de la taïga sibérienne, qui invite à un retour à la terre, à vivre en harmonie avec la nature, à sucer les graines avant de les planter, à marcher pieds nus pour que votre sueur pénètre la terre et donne à la terre toutes les informations dont les plantes ont besoin. Enfin, je me dis, mais c'est encore des allumés, quoi, c'est fou. Et donc, vous voyez, tout le monde avait des petits potagers, 1 hectare par famille, et donc c'était une communauté, je suis arrivée dans une communauté vraiment de 20 familles qui vivaient à la lettre, selon les principes d'Anastasia, la chamane de la taïga sibérienne. Mais qui en fait, c'est comme Harry Potter, c'est un best-seller. Ils ont vendu des millions à travers la Russie, écrit par un gars qui s'appelle en plus Vladimir Maigret, totalement improbable pour un nom russe, n'est-ce pas? Et qui donc a changé la vie de ces gens. Et il raconte, voilà, vous devriez vivre en communauté. Et donc ils mettent des paillis pour que ça ne gêne pas la nuit et que le matin il y ait de la condensation avec la rosée qui irrigue. Donc, et elle raconte tout ça. Alors ici vous allez pas le croire, mais donc lui, Alyosha, c'était un photographe de mode à Magnum, à Milan, pendant 10 ans. Sa femme était mannequin, créatrice de bijoux, DJ. Et ce n'était pas du tout des miséreux, ni des analphabètes, mais en fait des gens assez érudits qui avaient voyagé comme vous et moi, qui connaissaient le monde, mais qui en fait ont fait un bras d'honneur à la civilisation, à cette vie qu'ils trouvent trop intense. Et donc il s'est construit une maison, et d'ailleurs Alyosha, incroyable, il avait dû partir quelque temps pour travailler, je l'ai vu il y a 15 jours, mais voilà, ils ont toujours ça c'était il y a quelques années. Et lui et les juristes sont pas mal les mecs quand même. C'était un peu, c'était un clin d'œil. Lui était juriste et pareil, il avait décidé d'abandonner donc sa carrière pour là il se construisait sa maison tout seul et les gens s'entraident. Alors au début ils vivent dans des tentes comme ça et puis vous voyez ici là les fondations et donc vous voyez un petit peu ce qu'est Alexandrovka. Et pour eux, mais Anastasia, c'était vraiment la chamane qui guidait leurs pas, elle prédisait l'avenir, et donc il y a des gens là-bas qui reviennent à des rites païens, on va en parler, mais alors là vous allez dire, mais c'est une maison en paille, et on croirait vraiment la maison des 3 petits cochons, la première qui se fait souffler par le loup, mais vous n'allez pas le croire. Pour moi c'est un peu une allégorie en fait de ce projet, parce que 4 ans plus tard je suis retournée, donc l'été dernier, je suis allée voir ce qu'étaient devenus ces gens dans cette communauté. Eh bien la maison avait été dévorée par les vaches et les chevaux, et c'était pour moi un peu un bon parallèle avec ces gens, c'est-à-dire qu'il y a des maisons qui ont résisté, et des yourtes, et lui par exemple, Edik, qui est un homme incroyable, ils ont planté leur yourte et ils ont vécu là-bas déjà depuis 7 ans, mais il y en a qui n'y ont pas tenu parce qu'on devient fou si on a vécu toute sa vie en ville et que du jour au lendemain on s'improvise jardinier, qu'on croit vivre de son potager, mais on a toujours besoin de sucre, de thé, de choses qui ne sont pas forcément, qui ne grandissent pas dans votre jardin, qui ne poussent pas dans votre jardin. Et puis je pense qu'il y a des gens qui se sont dit, parce que je vais là-bas, tous mes problèmes seront réglés. Et en fait, ils se sont retrouvés un peu face à eux-mêmes, et donc il y en a beaucoup qui ont craqué. Mais lui, il était très fort. Alors, il s'appelle Edik, et il s'est renommé Voyeslav.
Il était ingénieur, il a vécu 12 ans à côté de Hambourg. Il est d'origine ukrainienne, donc il vit dans cette communauté toujours. Et il est revenu au rite païen slave avant la christianisation de la Russie. Et là, ce sont ses fils qui d'ailleurs parlent encore allemand. Vous voyez les petites maisons. Et ça, c'est la yourte. Le premier été, donc quand je suis venue le voir, et vous voyez, là c'était au moment des réunions, parce que les nouveaux qui veulent joindre la communauté doivent être cooptés pour qu'il y ait une harmonie, etc. Parce qu'ils disent nous vivons selon notre conscience, etc. Et donc il y avait une famille de gens. Ce monsieur, par exemple, qui était venu se présenter en disant voilà, je suis businessman, j'ai compris que le capitalisme ne m'apportait pas le bonheur, je veux faire partie de votre communauté. Puis en fait, finalement, il n'est pas venu. Il a changé d'avis. Alors vous voyez, regardez, donc là c'est comme ça, et après, vous voyez, ça s'est agrandi, il y a une terrasse, et ça c'est ma petite fille, qui a 2 ans et demi, là, elle a 3 ans, qui est venue avec moi, je l'ai emmenée avec moi. À Alexandrovka, et c'est merveilleux pour les enfants. J'adore que ma fille ait des copains qui, à l'âge de 5 ans, peuvent couper du bois avec une hache, c'est pas les petits paysans. Et vous voyez là, comme ils ont des panneaux solaires pour qu'ils puissent avoir un petit peu d'électricité. Et donc ils sont habillés vraiment en costume traditionnel slave. C'est un retour en fait à tout le mouvement de la slavitude. Alors la Russie traverse une période assez inquiétante parce que Poutine, comme vous le savez, exhorte les gens à un patriotisme qui est un peu dangereux. Mais eux, enfin, je vais leur donner la générosité de penser qu'ils ne sont pas tombés, et puis ils sont hors du système, hors de la propagande. Mais il y a tout un mouvement en Russie de gens qui reviennent donc à des traditions païennes slaves avant donc, la christianisation, parce qu'ils associent l'Église orthodoxe avec le pouvoir de Poutine aussi. C'est ça qui les... Voilà. Et donc là, nous fêtons l'anniversaire de leur fils, et vous voyez, la table est remplie aux 4 coins. Et cette maison, c'est une maison d'hôtes, et donc il y a des gens qui viennent là-bas aussi comme moi pour se ressourcer. Et lui donc est devenu un petit peu, il est avec ma fille, il est devenu un petit peu je sais pas un chaman, mais en tout cas quelqu'un qui aide les gens à développer leur spiritualité. Alors vous dites, mais c'est des barjots total. Non, je vous assure, ce sont des gens très sérieux et ils donnent des conférences sur regardez, moi j'ai réussi à me construire une nouvelle vie, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que j'étais avec eux l'été dernier. J'y retourne d'ailleurs cet été, au mois d'août, et j'ai comme ambition de me construire moi aussi une cabane là-bas. Je me dis, si tout fout le camp, ben moi j'aurai ma cabane en Rondin. Si les djihadistes prennent le pouvoir, moi je vais à Alexandrovka. Il faut toujours avoir un plan B, vous savez. Et donc quand on est à Paris, qui est un endroit extrêmement pollué, où les gens sont de plus en plus fous, et bien on rêve comme ça d'Alexandrovka. Et donc en fait j'ai envie de construire une cabane et de faire un documentaire sur moi qui essaye moi aussi de m'adapter. Si ça se trouve, moi je vais devenir zinzin, et je vais faire une autre conférence pour dire surtout ne faites pas ça. Mais qui ne prend pas de risque ne boit pas de champagne. Et donc vous voyez, ils sont très bien installés, organisés. Là il construit une table, et ça c'est la vue en haut d'Alexandrovka. Et donc tout autour il y a des montagnes, et on se sent vraiment comme dans une bulle là-bas. Vous voyez, il y a une petite des petits nuages qui flottent au-dessus des maisons, voilà, comme ça le matin. Et moi j'ai l'impression que ce sont des fantômes de la nuit qui flottent au-dessus des maisons et qui disent oui, on a fini notre discussion là, on part, mais ils mettent du temps, ils traînent au moins jusqu'à 9-10 heures, et puis après ils se dissipent et ils disparaissent. Et c'est incroyable comme ça, c'est vraiment comme si c'était une foule de fantômes, de quelque chose qui vit, qui ondule au-dessus des maisons. Et d'ailleurs c'est un autre poème que j'écrirai, mais je ne l'ai pas fini, comme la complainte de l'orage, comme un matin à Alexandrovka. Et on entend les coqs, et on entend les oiseaux, et c'est vraiment un endroit incroyable. Et ce
moi, c'est un endroit qui me fait réfléchir parce que, vous voyez là, pourquoi il est habillé en blanc, c'est pour les thons, vous savez, les grosses mouches qui piquent. Si on est habillé en blanc, c'est un répulsif. Et je me dis, mais la Russie ne fait que ce que nous avons fait. Vous vous souvenez du plateau du Larzac, vous vous souvenez des hippies, vous vous souvenez des beatniks avec Jack Kerouac, etc., de ce mouvement un petit peu de contre-culture. Eh bien, je pense que c'est exactement ce qu'est en train de vivre la Russie aujourd'hui, c'est-à-dire un rejet de la montée en puissance de l'individualisme aussi, qui est de se concentrer, de l'égotisme, de se concentrer que sur soi. Je pense que les gens ont un besoin animal presque de vivre en communauté, et puis de se détacher un petit peu des choses matérielles. La Russie est devenue extrêmement matérialiste, vous le voyez sur les promenades des Anglais à Cannes avec les bimbos en Louboutin, les filles qui sont des gens incroyables, qui sont magnifiques, et des mecs qui font 200 kilos à côté, qui ont l'air d'étrangler un enfant. Enfin, et c'est ça, malheureusement, l'image que l'on a du russe, du mafieux. Et ces gens-là ont rejeté ce matérialisme qui est très très fort en Russie, mais c'est aussi un peu normal. Pendant 75 ans, il n'y avait pas de société vraiment de consommation en Russie sous l'Union soviétique. Et tout d'un coup, ils pouvaient tout acheter, même s'ils n'avaient pas d'argent. Donc l'obsession, pour eux, le bonheur était vraiment dans une voiture et un sac Gucci. Et puis maintenant, ils sont en train de se rendre compte que non. Et là, c'est drôle, mais ils sont en train vraiment de tout jeter par la fenêtre. Et vous dire, c'est juste un exemple. Non, en fait, ils sont 3000 en Russie. 3000. Il y a, comment ils se sont retrouvés à Alexandrovka? Il y a des sites, Anastasia ou Poselenie, qui veut dire communauté, etc., qui disent où est-ce qu'il reste des lopins de terre. Et donc les gens, ils y vont, ils disent bonjour, je m'appelle un tel, je faisais ça, je faisais ci, vous voulez bien de moi, oui ou non. Ils font des réunions, comme je vous avais montré. Et vous allez dire comment ils font pour l'école? Eh bien, les deux garçons que vous avez vus tout à l'heure, l'un vient de rentrer à l'université, il a été éduqué totalement à la maison et tous les mois il passe ses examens d'État. Et dans ce village, enfin dans cette communauté, il y a des gens, comme je vous ai dit, assez érudits, donc il y en a toujours un qui est bon en physique, l'un qui est bon en maths, l'un qui est bon en russe, et donc chacun partage ses spécialités, c'est comme ça que les enfants sont éduqués. Et donc plus nombreux ils le seront, eh bien, plus facile sera leur éducation. Mais vous verriez, ils ont des bibliothèques très fournies. Enfin, ce sont des gens assez incroyables. Voilà. Ça s'appelle Ivan Chai. Il y a un nom français, je viens de... Maintenant, je vais vous dire, j'ai oublié. On fait du thé avec ça. Ils boivent ça tout l'été, aussi avec de l'ortie, voilà, que l'on fait sécher. Et là, on est avec un monsieur qui est l'homme le plus précieux d'Alexandrovka. Parce que, vous avez vu, donc il avait un garage, il répare les voitures, il est plombier, il est électricien, et parfois il fait office de dentiste, il arrache les dents si ça va plus. Et il est de la Garmoshka, avec ma petite fille qui est fascinée. Et là, il se construisait une nouvelle maison. Et elle s'appelle Tania, et Tania, elle fait du fromage de chèvre. Je dis, mais on est en plein hippie. Oui et non, elle arrive à vivre de son potager. Alors souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont loué leur appartement, donc ils ont un peu une source de revenus comme ça, ou ils ont une retraite. Mais beaucoup, pourquoi sont partis? C'est parce qu'on ne peut pas vivre totalement dans la nature, il faut une source de revenus. Et donc, mais elle disait, et l'un des dénominateurs communs, c'était, en fait, je ne vois pas ma femme, je ne vois pas mon mari, je ne vois pas mes enfants, je ne vois pas la vie passer. Et c'est pour ça qu'ils ont déménagé là-bas. C'était en fait, pour vivre, tout simplement, pour vivre des choses, mais en fait, et je leur parle, je dis, mais comment ça se passe? Ils me disent, ben, c'est mieux, mais l'été, en fait, ils n'ont pas le temps, parce que l'été, ils se préparent à l'hiver. En fait, c'est l'hiver qu'ils vivent, mais l'été, il n'y a pas une minute, tout le monde est en train de se préparer à faire des conserves, à préparer donc ces mois d'hibernation où vous allez regarder la neige tomber pendant des jours et des jours et des jours et des jours. Et là, ils auront le temps de lire, de jouer de la musique, de se parler, etc. Et alors ici, c'est le téléphone solaire qui marche avec des batteries solaires. Et l'été dernier, j'ai fait une émission en direct sur France Inter qui s'appelle Le Bivouac. Et nous allons retrouver Astrid Lotland dans une communauté à Alexandrovka. Et c'était incroyable parce que... alors, parfois il y a des portables qui marchent, mais il faut aller sur le toit. Alors on voit des gens comme ça, qui sont sur le toit de la maison,
en train de parler, et donc j'avais dit au gars de France Inter, super, on fait une émission. Et en fait, les gens me disent, mais tu sais que quand il pleut, il ne marche pas. C'était en direct, l'émission. Alors, on avait tout un protocole, ils m'ont appelé à telle heure, j'ai grimpé sur le toit, j'ai attendu. Il fait beau, c'est bon, on peut y aller. C'est comme ça qu'on a fait cette émission. Ah oui, et puis évidemment, j'arrive, et il y a une grosse dame qui est en train de raconter sa vie au téléphone, et moi je lui dis, Paris, Zvonit, Paris va appeler. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette arrogante? Je suis désolée, Paris va appeler. Mais qu'est-ce qu'on s'en moque de Paris? Qu'est-ce que vous me racontez? Paris, c'était... Mais voilà, et donc c'est le point, comment dire, le cordon qui relie Alexandrovka un peu à la civilisation, parce que Poutine avait décidé que tous les villages qui sont comme ça coupés du monde devraient avoir un téléphone solaire. Il n'y a pas que du mauvais, il y a du bon aussi. Alors vous voyez ces paysages, moi quand je les regarde, je me dis mais en fait rien n'a changé depuis des centaines d'années. C'était sans doute le même paysage que l'on voyait encore de l'époque des tsars. Et là-bas, j'ai rencontré Fomitch. Et cet été, je vais prendre une caméra pour le filmer, Fomitch, parce qu'à mon avis, il est fort. Regardez, tous les jours, il transporte des litres et des litres d'eau pour nourrir ses chevaux, pour nourrir ses bêtes. Et Fomitch, c'est le patriarche d'Alexandrovka. Et il me dit, mais tu sais, oui, tous ces gens qui arrivent, mais ils sont là avec leurs grandes idées de chaman. Mais en fait, ils vivent comme nous avons toujours vécu ici. Je ne sais pas pourquoi ils en font. Vous voyez ce qu'ils disent, mais moi je suis très bien, je suis l'homme le plus riche d'Alexandrovka, j'ai 3 chevaux, j'ai des moutons, j'ai des chèvres, regardez mon potager. Et il est merveilleux, c'est une légende, Fomitch. Et si vous lui donnez de l'argent, il vous enverra rouler, mais si vous lui dites je vais te couper un peu de l'herbe pour tes chevaux, et là il te donnera tout le lait que tu voudras. C'est comme ça que ça marche. Et donc Fomitch, il est là dans sa cuisine, je vais aller le filmer cet été, parce que j'ai peur justement qu'il parte, et donc je vais aller le filmer pour qu'il me raconte comment était Alexandrovka, que je raconte d'ailleurs dans ce livre-là. Mais il y a juste un chapitre sur Alexandrovka en fait dans ce livre. C'est pas que ça, c'est le rocker, c'est quelque chose. Mais si vous voulez, je trouve le sujet moi intéressant parce que c'est un sujet qui est vraiment un peu aussi, il faut le dire, dans l'air du temps. On se pose pas mal de questions. Lui c'est un vieux croyant, donc il adopte l'ancien calendrier. Pas le calendrier junien, mais l'autre, il y a le calendrier orthodoxe et puis il y a aussi le calendrier des vieux croyants, si c'était pas assez compliqué. Et là, vous voyez, dans son atelier, rien n'a changé. C'est incroyable, on se croirait dans un musée, mais non, tout marche. Et il répare... oui. Il a toujours été là, il est l'un des survivants des familles qui ont toujours vécu là. Et sa femme, elle n'est jamais allée plus loin que Oufa, qui est la capitale de la Bachkirie, qui est à 300 km. Et lui, il n'est jamais allé plus loin qu'une ville qui est à 100 km. Voilà, c'est tout ce qu'ils connaissent. Ils n'ont aucune envie de voyager. Et d'ailleurs, il faut que je vous raconte, parce que donc l'été dernier, je vais voir Fomitch. Ouais, voilà, regardez, je vais voir Fomitch, et je lui dis, Fomitch, vous знаете, что вы звезда во Франции? Vous savez que vous êtes une star en France. Je dis, comment ça? Regardez votre maison, et c'est sur la couverture de mon livre. Il est essier. Oui. Là, vous voyez. Comment c'est possible? Alors évidemment, on a bu la vodka. C'était là. On ne refuse pas. Et là, c'est sa femme, Lida, qui l'a épousée. Dit, voilà, je l'ai épousée en traversant la rue, en lui demandant si elle voulait bien devenir ma femme. Sur le conseil de mes parents, ils ne se connaissaient pas, vraiment. C'est drôle. Et puis voilà, ils ont vécu heureux. Et donc là, au mois d'août dernier, après Alexandrovka, j'ai eu envie de faire des recherches pour savoir un peu plus sur ces communautés et aller voir d'autres, comparer avec d'autres communautés, parce que Internet me disait il y en a 3000 en Russie, donc on va aller voir à quoi ils ressemblent les autres. Est-ce qu'ils sont aussi beaux? Est-ce qu'ils se font des nattes aussi, les hommes? Est-ce qu'ils ont l'air de vikings? Et donc je suis allée à Nijni Novgorod, où j'ai gardé encore beaucoup d'amis.
Et j'ai trouvé une communauté qui s'appelle Dubrova. Ça, c'est la femme d'un colonel de l'armée qui a déménagé là-bas et qui alors est aussi vivant selon les principes d'Anastasia. Et elle, pendant des années, elle a aussi adopté un régime où on ne mange que des choses crues. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est quelque chose, si vous avez des problèmes de santé, un cancer ou un ulcère, vous faites ça pendant des mois et vous êtes guéri. Et elle, apparemment, ça a marché. Et là, ça n'a rien à voir avec Anastasia, mais c'est un petit peu le même comment dire, mouvement. Et donc, voilà. Et c'était des gens qui ne mangeaient que des choses crues. Vous voyez, la petite fille, elle n'est pas épaisse. Moi, je la regardais, elle était maigrichonne. Non, 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 mais c'est très bien. Moi, j'ai des doutes, mais bon, voilà. Mais ce qui est fou, c'est que ces gens, en fait, pourquoi ils me fascinent, donc là, c'est qu'ils sont assez heureux. On passe 3 semaines avec eux, c'est un autre couple. On revient, on est heureux. Ils sont tellement... et puis fiers d'eux-mêmes d'avoir fait ce pas. On se regarde dans le miroir, on dit quand même, j'ai tout jeté, j'ai tout recommencé, et ça a marché. Donc ça ne marche pas pour tout le monde, je dis, mais pour ceux pour qui ça a marché, eh bien, c'est gratifiant. Donc voilà le colonel d'armée avec sa femme. Et c'est des gens vraiment très attachants, puis aussi très cultivés. Lui aussi, il avait voyagé, sa femme aussi. Et ils me disent, avant, on était, voilà, elle était dans dans l'immobilier, enfin, c'était rien à voir. Et puis maintenant, ils vivent comme ça dans la nature. Et donc, je me suis un peu renseignée, et figurez-vous qu'il y en a aussi en Europe. Il y a un festival Anastasia en Allemagne, je vais essayer d'y aller le week-end du 18 juin. Donc, c'est drôle parce que pendant des siècles, les Russes se sont longtemps inspirés des idées de l'Ouest. Et là, pour une fois, en fait, c'est une idée russe qui voyage à l'Ouest. C'est-à-dire que le courant de pensée vient de l'Est. Et donc, je vais au Anastasia Festspiele, qui est au nord de Berlin, quelque part, d'ailleurs, pas loin du Mecklembourg, où moi, d'ailleurs, j'ai des racines, allemandes. Et puis, il y a aussi des communautés en Grèce, en Serbie, enfin on voit sur internet que c'est tout un mouvement et c'est intéressant parce que je pense que sincèrement si ce mouvement social de contre-culture gagne encore de l'ampleur, eh bien, ça pourrait devenir l'un des mouvements les plus importants du XXIe siècle si ça continue, parce qu'aux États-Unis il y a Off the Grid aussi, il y a des gens qui vivent donc Off the Grid, le réseau d'électricité. Au Canada aussi, il y a plein de mouvements comme ça qui petit à petit sont en train de se dire, et bien voilà, on court à notre perte, notre système sociétal basé sur la croissance infinie est un non-sens. Bon, vous avez des gens comme Serge Latouche qui en parlent beaucoup. Nos ressources naturelles, elles, sont finies et nous poursuivons toujours le rêve d'une croissance infinie. D'ailleurs, la croissance, on n'en a plus en Europe, un petit peu ailleurs en Chine, mais bon, à des prix incroyables aussi écologiques. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à un mode de vie alternatif, à se dire, voilà, peut-être ce dont on va manquer le plus dans 20, 30 ou 40 ans, ce sera une terre saine, de l'eau propre, de l'air propre. Et donc ces gens, en fait, ils investissent dans ce qu'ils pensent aussi, ce qui va manquer dans 20 ou 30 ans. Donc en fait, à les écouter, il faudrait tous se dire vite, 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 il faut s'acheter un lopin de terre avec une autre source. Parce que ce sont un peu des sentinelles, des gens qui... donc oui, ils ont l'air un peu désallumés, mais dans le fond, ce sont des gens qui, moi, m'intriguent et m'intéressent beaucoup. Et aussi, je pense que on peut beaucoup apprendre d'eux. Et il faut se dire que dans 10 ans, on va être 8 milliards, que là, on est déjà plus de 7 milliards, et que la place va manquer. La Russie est incroyable parce qu'on a l'impression que les nuages comme ça sont des escaliers qui vous emmènent vers le paradis, tellement le ciel est proche de la terre. Oui.
Anastasia était annoncée comme étant la future bisonne blanche. Et il y avait une légende nord-amérindienne qui disait que le jour où naîtra la bisonne blanche, il y aura un renouveau du chamanisme et un retour aux valeurs fondamentales des sociétés premières. Voilà. Et en fait, Anastasia, on ne savait pas où elle allait, enfin, on ne savait pas où la bisonne blanche allait émerger, et il se trouve qu'elle est née en Russie, qu'ensuite elle s'est fait connaître grâce aux livres de ses compagnons qui ont arrosé un peu toute la planète. Et quand vous regardez le mouvement du chamanisme, en fait, maintenant, c'est un mouvement planétaire. Et c'est un mouvement de contestation, c'est un mouvement de retour à la nature, mais c'est aussi un mouvement de retour au spirituel et à l'indépendance spirituelle. Bien voilà, écoutez, je pense que ce serait formidable si vous aviez des commentaires, des questions. Voilà, est-ce que vous avez envie aussi de tout jeter par la fenêtre, de vous acheter un lopin de terre? Oui, allez-y, madame. Moi, je voulais simplement dire que ce mouvement de retour à la nature, d'être en fait autonome, de faire sa propre électricité, etc., je le connais depuis plus de 20, voire même 30 ans en Allemagne. Oui. Je venais d'Allemagne. C'est un mouvement qui est chez eux très répandu. C'est peut-être pas très pareil, mais oui, moi, mais je connais ça. Hein. Absolument, mais c'est pour ça que je vous dis, ces mouvements de contre-culture, c'est les Russes en fait qui rattrapent. Ce que nous avons eu dans nos sociétés occidentales, et à mon avis, le Anastasia Festspiele, si j'arrive à y aller, eh bien, ça va être des gens qui ont juste poussé ça à un niveau plus haut, et puis de façon plus structurée, avec Anastasia comme source d'inspiration. Mais je suis très curieuse, j'espère vraiment que je vais pouvoir y aller. Et c'est où, vous disiez, dans le nord de l'Allemagne? C'est à côté du Mecklembourg, c'est à la frontière du Mecklembourg. Je regarderai. Voilà, Anastasia Festspiele. Oui. Moi j'ai un problème logistique, c'est que j'ai une maman d'une petite fille de 3 ans. Son papa peut venir avec moi, mais j'ai pas envie d'y aller toute seule, si vous voulez. Voilà. C'est très compliqué quand même, toute seule au volant. Oui, ça peut être loin. Voilà. Mais on verra, qui sait, ça se trouve, je le ferai. C'est vraiment intéressant. Absolument.